Bonjour à tous. Bienvenue dans cette masterclass qui commence à 16 h. On va avoir 45 minutes ensemble pour parler de l'élimination du carbone de l'atmosphère et d'évoquer les pistes de stratégie pour la France. Je me permets de passer la parole à nos deux intervenants. Karim Ramani, vice-président de l'AFEN, Association française des émissions négatives. Bonjour Karim. Bonjour Karima, bonjour tout le monde. Et Sylvain Delers. Sylvain, vous êtes directeur scientifique à Carbon Gap. Bonjour à tous, bonjour Karima, merci. Bonjour à tous, merci de venir nous voir pour cette masterclass. Comme Karima l'a dit, on a donc 45 minutes pour explorer avec vous le sujet de l'élimination du dioxyde de carbone. On va rentrer dans le vif du sujet très vite. Avant ça, je passe la parole à Karim peut-être pour un petit mot d'introduction sur qui tu es, l'organisation que tu représentes, et ensuite on y va. Bien sûr, oui. Donc, moi, je suis Karim Ramani, je suis cofondateur à la base de Carbon Impact, qui est une société française qui développe des projets d'émissions négatives, donc d'élimination du dioxyde de carbone. Mais je représente aujourd'hui l'AFEN, donc l'Association française pour les émissions négatives, qui est une association professionnelle, loi 1901, qui a été créée l'année dernière pour représenter les intérêts de ce secteur émergent. Voilà. Merci Karim. Et donc pour ma part, Sylvain Delers, comme l'a dit Karima, directeur scientifique de Carbon Gap. Carbon Gap, c'est une organisation non gouvernementale indépendante, européenne, qui a été créée à l'occasion de la COP21 à Glasgow. L'objectif de l'organisation, sa mission, c'est d'accélérer le développement de ces méthodes en Europe pour tout simplement essayer d'atteindre les objectifs fixés par le GIEC dans son dernier rapport de 2022 et tenter de tenir donc l'objectif de l'accord de Paris. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Voilà, on aurait pu mettre les photos. Alors, tout d'abord, se poser la question de quoi on parle et à quoi ça sert. Alors, l'élimination du dioxyde de carbone, on parle aussi des fois d'émissions négatives et en anglais, on parle de Carbon Dioxide Removal, CDR. Vous avez peut-être vu passer cet acronyme. C'est défini par le GIEC. Vous avez la définition à l'écran et donc je vais vous la lire rapidement avec 3 aspects importants qui ont été surlignés. Donc on parle d'activité humaine tout d'abord, qui vise à retirer du CO2 de l'atmosphère et à le stocker durablement dans différents types de réservoirs. Ça peut être des réservoirs géologiques, terrestres, océaniques ou dans des produits. Comme je disais, ça vise à créer ce qu'on appelle des émissions négatives, qui est un peu un terme bizarre, n'est-ce pas? On est habitué aux émissions positives, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on va chercher à recapter du CO2 qui est déjà accumulé dans l'atmosphère et à l'en extraire. Comme je disais, les 3 aspects importants de cette définition, c'est d'abord qu'il s'agit d'activité humaine. Donc, ça veut dire qu'on ne prend pas en compte les puits naturels, qui sont le fait de la nature elle-même sans intervention de l'homme. Ça, ce n'est pas de l'EDC. Ensuite, le CO2 doit bien venir de l'atmosphère. Donc ça, on va le voir dans la slide suivante, c'est pour différencier les différentes techniques de gestion du carbone. Et donc, dans ce cas-là, on va bien prélever des molécules qu'on a déjà relarguées. Et enfin, le stocker durablement, car c'est seulement en stockant durablement la molécule de CO2 qu'on va pouvoir l'isoler de l'atmosphère et donc avoir un impact sur le climat. Alors, illustration de cette définition avec ce visuel qui est extrait d'une publication qui s'appelle State of CDR, édition 2024, qui est un rapport qui fait un peu l'état de l'art de nos connaissances sur le sujet. On a à l'écran différents cas de figure. Le premier à gauche, le cas de figure A, ça illustre ce qu'on appelle la capture directe dans l'air. Vous avez probablement vu passer dans les journaux ces photos de gros ventilateurs en Suisse ou en Espagne qui traitent des volumes d'air importants pour en extraire de façon sélective le CO2. Donc on parle de capture directe dans l'air. Ici, on parle bien d'une activité humaine, n'est-ce pas? C'est des infrastructures qu'on a construites volontairement. On prend bien le CO2 dans l'atmosphère, c'est le but de la méthode. Et enfin, on le stocke bien durablement dans des réservoirs géologiques pour l'isoler du climat. On a donc bien des émissions négatives. Ensuite, le cas numéro 2 sur le panel B, on a un prélèvement dans l'atmosphère avec la capture directe dans l'air toujours, même cas de figure, activité humaine prélevée dans l'atmosphère. En revanche, on utilise ce CO2 pour faire des combustibles synthétiques pour l'aviation. Et donc le CO2 va être relargué très rapidement, pas de temps, quelques années. On n'a donc pas de stockage durable, il ne s'agit pas d'émissions négatives, mais d'émissions évitées. Parce qu'on déplace évidemment l'utilisation d'un combustible fossile. Le troisième cas de figure, c'est ce qu'on appelle le CCS ou capture avec stockage du carbone en français. Donc on a extraction de carbone fossile sous forme d'un combustible, utilisation dans une application industrielle ou énergétique, capture sur la cheminée avant émission et stockage. Donc là, on a intercepté une émission de carbone avant qu'elle ne rejoigne l'atmosphère. C'est bien des activités humaines, c'est bien stocké durablement, mais le carbone provient du sous-sol, c'est du fossile, donc ce n'est pas de l'EDC. Et enfin, dans le dernier panel, ce qu'on voit, c'est des activités basées sur la gestion des écosystèmes, donc typiquement boisement, reboisement.
Quand il s'agit de reboisement naturel spontané, ce ne sera pas de l'EDC car c'est la nature qui fait son œuvre, l'humain n'est pas intervenu. En revanche, s'il s'agit de boisement actif ou reboisement actif, on aura bien de l'EDC car on aura bien les 3 principes qui auront été validés. Voilà. Et encore une fois, cette distinction, l'objectif n'est pas de dire qu'une méthode est meilleure que l'autre, parce qu'on a bien besoin de chacune des méthodes. Hein. Le CCS, par exemple, c'est utile pour les gros processus industriels qu'on a du mal à décarboner. Mais il faut bien comprendre que le bénéfice climatique n'est pas le même. Dans le cas du CCS, on évite des émissions, donc c'est bien, on réduit nos émissions, mais on ne va pas rechercher dans l'atmosphère. Or, c'est bien quelque chose qu'il faut commencer à faire à présent, on va y venir. Alors ensuite, à quoi nous sert l'EDC ? Donc là, on va faire un petit stop sur le concept de budget carbone. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ce concept. On a l'accord de Paris qui nous engage à essayer de tenir une augmentation des températures maximales de 2 degrés, voire 1,5 degré si on y arrive. Ça, c'est un objectif de température. Ce que nous indique la science, c'est que cet objectif de température, on peut le relier assez directement, voire très directement, à une quantité de gaz à effet de serre accumulée dans l'atmosphère, car ça crée un forçage radiatif. Et donc, on sait jusqu'où on peut faire augmenter la concentration de CO2 pour tenir cet objectif de température. Le problème, c'est que dans l'accord de Paris, on parle plutôt d'atteinte de la neutralité carbone pour justement stopper cette accumulation. Et donc, beaucoup des pays notamment ont adopté, et même des entreprises ont adopté des objectifs climatiques basés sur l'atteinte de la neutralité carbone à une date donnée, souvent 2050. Alors, c'est bien, mais malheureusement, ça n'a rien à voir avec le budget carbone total. Parce qu'on peut, en théorie, atteindre la neutralité carbone en 2050 en suivant différents chemins. Et ces chemins vont générer une quantité accumulée de gaz à effet de serre différente. Donc, le budget carbone, en fait, c'est la vraie métrique. C'est le vrai indicateur auquel il faut qu'on s'intéresse et qu'il faut qu'on tienne. Cet indicateur, il est estimé. Donc, à gauche, vous avez ici la visualisation du rapport du GIEC sur l'estimation qui avait été faite à 2020. Donc, budget carbone restant pour 2020. Et à l'époque, pour l'objectif d'1,5 degré, on avait un budget restant de 400 à 500 gigatonnes qu'on pouvait encore émettre au niveau mondial, selon la probabilité de succès qu'on vise. Pour l'objectif de 2 degrés, le budget est évidemment plus élevé et il est autour de 1200 gigatonnes à partir de l'année 2020. Cet indicateur, il est mis à jour chaque année par un groupe de scientifiques. Et la dernière mise à jour, qui est donc pour 2024, nous indique que pour le même objectif d'1,5 degré, le budget est désormais restreint à 80 gigatonnes. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on le consomme beaucoup plus vite que prévu. Et c'est parce qu'on n'arrive pas à réduire nos émissions suffisamment vite. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que 80, c'est grosso modo 2 années d'émissions au rythme d'actuel. Donc, on voit comme le phénomène s'accélère. Et comme là, maintenant, on est vraiment au pied du mur. Et collectivement, au niveau global, on entre très rapidement dans la phase de dépassement, ou overshoot en anglais, où on va en fait avoir dépassé ce budget. Alors, il ne faut pas paniquer. Il reste tous les dixièmes de degré entre 1,5 et 2. Hein, on peut essayer de stopper. Mais ça veut quand même dire que ça change un peu la donne. Et notamment, ce que ça veut dire, c'est qu'on va de plus en plus avoir besoin de ces méthodes d'élimination du dioxyde de carbone, tout simplement parce qu'on a déjà mis trop de CO2 dans l'atmosphère. Donc maintenant, il faut vraiment se poser la question, en plus d'arrêter d'en ajouter, comment on peut s'organiser pour déployer des méthodes qui vont nous permettre d'aller le rechercher. Donc, le budget carbone, métrique importante. Ensuite, donc, toujours à quoi nous sert l'EDC? Ça, c'est les rôles de ces méthodes telles que définies par le GIEC encore. Actuellement, et notre objectif est d'atteindre la neutralité carbone. Donc, entre maintenant et net zéro, c'est notamment de diversifier nos puits de carbone pour augmenter nos chances de succès. En France, vous devez savoir, c'était notamment écrit dans la stratégie nationale bas carbone, on a beaucoup misé sur notre puits naturel forêt, qui était très efficace jusqu'à il y a 5-10 ans en arrière et qui maintenant est à la peine, notamment sous les assauts du changement climatique, entre autres. Et donc ce puits-là est en chute libre, ce qui nous pose problème, notamment pour atteindre nos objectifs tels que planifiés. Donc actuellement, déployer de l'EDC et diversifier nos méthodes, ça va nous donner plus de chances de succès et ça va nous permettre aussi de répartir l'effort sur les différentes ressources mobilisées. Ensuite, pour atteindre la neutralité carbone, donc on dit bien net zéro, c'est un objectif net. On sait qu'il y aura des émissions qui vont rester, qui seront très dures à éliminer, notamment les émissions diffuses. Et il nous faudra du coup une certaine capacité pour pouvoir les neutraliser. Donc sans l'EDC, il n'y a pas vraiment de net zéro, ça c'est un point important. Et ensuite, au-delà de net zéro, et il y a déjà beaucoup de pays, y compris l'Union européenne, qui s'y intéressent et qui ont déjà passé des objectifs dans la loi, il va falloir devenir net négatif, notamment pour les pays riches et gros contributeurs historiques qui ont une responsabilité plus avancée dans le changement climatique. Et donc là, l'objectif, ce sera d'avoir des émissions
suffisamment faible et de l'EDC suffisamment importante pour pouvoir retirer davantage de CO2 qu'on en ajoute. Donc on va faire le processus inverse pour pouvoir revenir de l'overshoot, voire même essayer de stabiliser les températures au niveau les plus faibles possible. Donc voilà pour les 3 rôles essentiels. Et là, si vous reliez aux slides précédentes, vous voyez bien que l'EDC est la seule famille de méthodes qui va nous permettre de faire ce retrait. Les autres, elles jouent avant dans le jeu pour réduire les émissions. Alors, je passe la parole à Karim, peut-être pour qu'on fasse un tour d'horizon de comment on peut faire de l'EDC, quelles sont les différentes méthodes. Peut-être un mot, quand tu as montré ta courbe là, sur la slide d'avant, on parle de combien de besoins en fait, si, juste en millions, milliards de tonnes, de quoi on parle? Alors tout à fait, donc ça c'est pareil, c'est quantifié, de nombreuses équipes se sont pensées sur le sujet. Pour faire cette quantification, donc on utilise les scénarios du GIEC qui permettent d'atteindre l'accord de Paris. Il y a une infinité de scénarios, vous le savez, mais on peut les catégoriser. Il y en a certains qui permettent d'atteindre l'objectif de Paris. On s'intéresse à cela. Il y a différentes trajectoires en fonction de la vitesse à laquelle on décarbone, les secteurs qui sont décarbonés. Mais à l'arrivée, la fourchette qu'on obtient, c'est qu'à l'horizon 2050, il faudrait être en capacité de retirer de l'atmosphère entre 5 et 9 gigatonnes de CO2 par an. D'accord? Donc à relier par exemple au niveau d'émissions actuel qui est autour de 40-45 gigatonnes. On parle de grosso modo 10% de ce volume-là qu'on soit capable de faire en sens inverse à l'horizon 2050. Voilà, donc juste je voulais mettre ça en perspective parce qu'on parle de comment en fait éliminer quelques gigatonnes finalement de CO2 annuellement. Les gigatonnes, les milliards de tonnes, c'est l'échelle de fonctionnement de grosses industries comme l'industrie pétro-gazière aujourd'hui. Donc on parle de construire un secteur économique, mais en tout cas une infrastructure qui est aussi importante quantitativement que par exemple l'extraction d'hydrocarbures aujourd'hui. Donc c'est significatif. Donc la question se pose maintenant, c'est comment le faire? Est-ce qu'il y a une méthode magique qui nous permettrait de le faire ou alors est-ce que c'est plutôt un portefeuille? Et la réponse, elle est justement dans le graphe d'après que j'ai emprunté à Carbon Gap. Donc merci Sylvain, vous trouverez ce slide sur le site de votre ONG, carbongap.org. Je ne vais pas le commenter en détail, mais je vais quand même vous donner quelques descriptifs en fait, de quoi on parle. Parce que vous voyez bien, là il y a tout un portefeuille de méthodes, on a une quinzaine qui sont possibles. Elles ont toutes un point commun. Au départ, vous avez votre molécule de CO2, elle est dans l'atmosphère. À la fin du processus, qui est un processus délibéré humain, elle est dans un puits de carbone. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ce qui est commun de toutes ces méthodes. Après, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les grandes familles? Donc si vous regardez un peu sur la gauche du graphe, ouais, ça va être sur votre gauche aussi, il y a des méthodes qui sont plutôt, qui cherchent à augmenter la capacité des écosystèmes naturels à séquestrer du carbone. D'accord? Donc, typiquement, planter un arbre. Photosynthèse, l'arbre, il va chercher, une fois qu'il a de la lumière, le CO2 dans l'atmosphère, il le synthétise en polymère dans son tronc, hein, c'est comme ça qu'on peut décrire le bois, et donc finalement, il a stocké le CO2. Et on peut avoir ça aussi dans les sols, on peut avoir ça dans des systèmes, les écosystèmes côtiers, on parle de carbone bleu. Donc voilà, comment booster, comment aider la nature à amplifier son rôle de capter le CO2 dans l'atmosphère et de le mettre dans un puits naturel. À l'autre extrême, vous avez des solutions qui sont complètement synthétiques. C'est-à-dire que là, on parle d'usines. Des usines qui, indirectement ou directement, prennent ce CO2 dans l'air et ensuite vont le mettre dans un puits de carbone. Là, en général, on est plutôt sur des systèmes géologiques. C'est-à-dire qu'on va mettre le CO2 à 1000-2000 mètres de profondeur, dans des roches poreuses. Le même genre d'endroit où on va chercher des hydrocarbures, mais à l'envers, dans des endroits où ils ne sont pas censés en rééchapper et sortir justement du système atmosphérique. Entre les deux, il y a d'autres processus. Si vous voyez au milieu à gauche, vous avez les processus qui dépendent de la biomasse. Donc là, c'est des processus qui vont prendre en fait, on va utiliser de la biomasse, des plantes, par exemple du bois ou d'autres, qu'on va séquestrer. Donc là, on va les mettre dans il y a des méthodes, par exemple, de séquestration directe de biomasse dans les sous-sols, dans des milieux humides pour pas qu'elles se décomposent, potentiellement dans des produits. Donc, parce que là, on utilise indirectement le pouvoir des plantes à capter le CO2 dans l'air et ensuite stocker sous forme de biomasse de manière pérenne le carbone. Et après, il y a tout un processus, toute une famille qui sont plutôt géochimiques. Donc là, en fait, vous allez vous rappeler vos cours de chimie peut-être de lycée, où on peut en fait transformer le CO2. Il y a certaines roches qui, combinées avec de l'eau, vont transformer le CO2 en carbonate et bicarbonate. Donc c'est des formes très stables du carbone qui in fine vont se retrouver dans l'océan, mais ça peut être aussi des réactions dans des roches. Et là, c'est aussi un phénomène qui est naturel, hein,
et qui va être accéléré par exemple en déployant un certain nombre de poudres de certains types de roches sur des champs agricoles, dans des forêts ou voire dans les océans. Et après on va aussi travailler sur la chimie de l'océan parce que l'océan est un grand puits de carbone, il va capter un quart de nos émissions en trop qu'on émet. Et donc cette fonction-là, on peut la booster en augmentant artificiellement son alcalinité à grande échelle, donc augmenter sa capacité notamment à absorber le CO2 de l'atmosphère. Donc toute une gamme de choses, de palettes. Aujourd'hui la science, il n'y a pas de consensus sur le fait qu'une de ces méthodes va marcher ou pas. Si on va atteindre à 5 à 10 gigatonnes par an en 2050, en ce moment on est dans une phase où il faut tout essayer et a priori on va devoir déployer massivement toutes ces méthodes. Après, elles n'ont pas les mêmes caractéristiques, il n'y en a pas une qui est parfaite. Il y en a typiquement à gauche, les méthodes naturelles vont séquestrer le carbone dans des puits qui sont moins permanent, parce qu'un arbre, ça vit quelques décennies ou quelques siècles. Les sols, le stockage dans les sols, il est organique, donc il est réversible. Donc là, on est plutôt sur une permanence qui se compte en décennies ou en siècles. Et à l'inverse, si on remet le CO2 dans le sous-sol ou qu'on le minéralise avec des roches, là, on est sur de la permanence qui est garantie sur l'échelle géologique, en gros, en tout cas des milliers d'années. Et donc, ça donne une caractéristique différente. Ces technologies n'ont pas la même maturité, ces méthodes. Planter des arbres, on sait faire. On fait aujourd'hui à peu près pour 2 milliards de tonnes d'afforestation dans le monde. On peut en faire plus, mais il y a des limites à ça. Et donc, d'où l'idée d'utiliser des méthodes plus hybrides, industrielles, mais qui du côté consomment de l'énergie et consomment des ressources. Donc il n'y a pas de méthode parfaite, c'est des arbitrages à faire entre toutes ces techniques. C'est ça, je voulais juste rajouter que comme le décrit Karim, il faut bien comprendre que chacune des méthodes consomme des ressources et que du coup ce secteur, comme tous les autres, est confronté aux limites planétaires. Donc on ne peut pas planifier sur des volumes infinis. Et donc l'avantage de cette diversité, ça va être de distribuer l'effort ou la pression sur les différentes ressources pour justement faire que le scénario soit beaucoup plus faisable et moins risqué par rapport à miser tout sur un nombre réduit de méthodes. Donc aujourd'hui, je parlais du secteur des forêts qui est un secteur mature, mais toutes ces méthodes commencent à se déployer. Donc en France notamment, à la FEN, il y a une quarantaine de membres qui sont déployés sur une grande diversité de ces technologies méthodes. C'est encore embryonnaire et donc l'idée c'est de passer à l'échelle. Pour vous donner peut-être un peu une illustration, j'ai mis quelques photos. Typiquement, en haut à gauche, vous avez la plus grande centrale de captage atmosphérique dans l'air qui est opérée par une start-up suisse qui s'appelle Climeworks. Là, on est sur une centrale qui va capter dans l'atmosphère directement 40 000 tonnes à peu près par an de CO2 et le séquestrer dans les roches basaltiques d'Islande. Donc je la mets, alors ils ne sont pas membres de l'AFEN, mais on les cite quand même parce qu'ils sont leaders aujourd'hui mondial de ce domaine-là, et c'est eux qui ont l'usine en fait qui est la plus importante. Il y en a d'autres, donc typiquement au Canada, Deep Sky, mais qui est un membre de l'AFEN, c'est un développeur de projets de capture atmosphérique dans l'air. Et ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils ont mis un pilote en Alberta, là où on peut stocker géologiquement le CO2, avec plusieurs autres entreprises de direct air capture, de DAC, qui testent leurs méthodes pour pouvoir les comparer et voir après lesquelles seront les plus intéressantes à déployer. Donc là, on est sur une échelle d'à peu près 10 000 tonnes par an si on compte les différentes pilotes qui déploient. Et un autre exemple encore, j'en ai pas parlé, c'est le biochar. Donc là, ça consiste à créer une sorte de charbon de bois, du charbon de bois en fait. C'est une sorte de forme très stable de carbone, mais qu'on peut après, donc on prend de la biomasse résiduelle, des déchets. On la pyrolyse, donc c'est une combustion en fait sans oxygène pour faire simple, et on obtient notamment un carbone très stable qu'on peut après épandre par exemple sur des terres agricoles. C'est un amendement qui permet d'augmenter les propriétés agronomiques. Donc là c'est l'exemple d'un autre membre de la FEN qui s'appelle Net Zero, qui est une usine au Brésil qui utilise de la biomasse tropicale de déchets, je crois de la plantation de café de mémoire, pour en faire du biochar et le remettre sur des terres agricoles pour augmenter leur rendement. Donc c'est pas qu'on veut favoriser d'ailleurs par ce choix les méthodes technologiques, c'est juste que c'est un peu plus photogénique que, enfin selon moi, et plus facile à montrer sur un projet que des méthodes typiquement aujourd'hui où il n'y a pas, planter des arbres c'est une forêt, donc c'est pas forcément évident de voir quand est-ce qu'on parle d'élimination du carbone. Merci Karim. Donc question suivante, combien on peut en faire et notamment en France? Pour avoir un ordre d'idée et voir si par exemple ça se compare avec le volume des émissions résiduelles sur lesquelles on planifie par exemple. Donc là ce dont je vais vous parler, c'est une étude qu'on a publiée à Carbon Gap en mars de l'année dernière, dont l'idée était justement de répondre à cette question. Quel est le potentiel de la France si on va dire on avait un niveau d'ambition assez élevé sur le décès?
Et donc, il y a 2 livrables que vous pouvez retrouver sur notre site aussi. Le rapport à gauche, c'est le gros morceau, on va dire. C'est toute l'étude avec les sources, les quantifications et les scénarios qu'on a pu établir. Et à droite, il y a un deuxième document qui est la feuille de route, qui est le résultat en fait d'un atelier qu'on a conduit avec des parties prenantes et des acteurs français comme le Club CO2, l'ADEME, la DGEC, pour se poser la question, ok, une fois qu'on a ce potentiel identifié, qu'est-ce qu'il faudrait faire et quelles sont les actions qu'on doit entreprendre pour que ce potentiel puisse être réalisé? Alors, juste peut-être un mot sur l'étude avant d'arriver sur le résultat. Comment on a travaillé? On a travaillé avec une méthode un peu en entonnoir, comme on fait pour le stockage géologique, où on s'intéresse d'abord au potentiel théorique. Donc ça veut dire qu'on s'affranchit de quelques limites pour un peu se poser la question, disons s'il y avait un effort de guerre sur l'EDC, jusqu'où on pourrait aller. C'est un premier point de référence. Évidemment, ce n'est pas réalisable, mais ça donne quand même un point de référence. Et ensuite, on a revu les hypothèses de façon plus réaliste. On a pris en compte la réalité économique du pays, la réalité industrielle. On s'est aussi intéressé à ce qu'on appelle la géographie sociale, c'est-à-dire on a conduit une série de 15 entrevues avec des parties prenantes, encore une fois un peu les ADEME, Club CO2 et compagnie, pour rassembler leur point de vue sur ces méthodes, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils le voient faisable. Et on a également conduit un panel citoyen pour essayer de capter le point de vue du citoyen lambda, si on peut dire, sur ces méthodes. Parce qu'évidemment, ce n'est pas juste une question technique et technologique, c'est aussi une question sociétale. Pour que ça puisse se faire, il faut qu'il y ait une adhésion, il faut qu'il y ait de l'initiative également et du soutien. Donc le contre-exemple, c'était un peu le nucléaire en Allemagne. Il n'y a aucune raison technique de ne pas en faire, sauf qu'ils ont fait le choix de ne pas en faire. Donc dans les années à venir, c'est complètement irréaliste de planer, justement, c'est planer que de ne planifier sur du nucléaire. Même chose ici, on voudrait éviter de faire des plans qui n'auront pas de chance de se réaliser. Donc on a fait ce travail et on a abouti du coup à 3 scénarios. Donc ça, pour le coup, ce n'est pas le volume théorique, hein, ça c'est les scénarios réalisables. Que l'on a comparé donc à l'époque à la SNBC2 et donc au volume d'émissions résiduelles que la France pourrait avoir à l'horizon 2050, que vous retrouvez à gauche, donc environ de 70 mégatonnes de CO2 équivalent, une fois qu'on a décompté les volumes qui seront traités par la capture directe sur site. Et donc on a 3 scénarios. Le premier scénario conservateur, c'est, disons, il ne se passe rien, aucune mesure n'est prise pour soutenir ces filières. Et d'après nos calculs, on arriverait à une capacité d'environ 33 mégatonnes d'élimination du dioxyde de carbone, ce qui manque l'objectif, évidemment, de la neutralité carbone. C'est un peu ce sur quoi la DGEC et le SGPE ont travaillé tous ces derniers mois pour essayer de boucler la modélisation, et notamment du fait de l'effondrement de ce puits naturel sur lequel on a beaucoup misé. Scénario de référence, on voit qu'on a le développement d'un portefeuille assez varié de méthodes qui nous permet d'atteindre un volume de 76 mégatonnes, donc la neutralité avec une petite marge, et qui est composé du puits naturel, en tout cas ce qu'il en reste, selon les projections du SGPE, encore une fois, de la capture directe dans l'air, notamment électrochimique, pour profiter de notre électricité bas carbone, des pratiques stockantes dans les sols agricoles, donc ça c'est tous les travaux autour du 4 pour 1000 et l'étude de l'INRAE pour ceux qui connaissent. Ensuite, on a environ 6 mégatonnes de bioénergie avec capture et stockage, donc là on va ajouter des modules de capture, mais sur des unités qui tournent à la biomasse pour séquestrer le CO2 biogénique. On a le biochar ensuite, donc que décrivait Karim, mais pour un volume assez faible de 0,5 mégatonnes dans ce scénario-là. Et ensuite un peu d'altération accélérée également dans le milieu agricole. Le troisième scénario, il s'appelle Ambition. C'est pas très bien choisi comme nom parce que ça laisse entendre que ce serait un peu all-in, on va dire, prise de risque et compagnie. En réalité, les hypothèses qui sous-tendent le scénario Ambition sont très, très, très conservatrices. Il y a plein de méthodes qu'on n'a même pas pris en compte parce qu'elles ne sont pas assez mûres. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à voir dans le rapport. Mais ce scénario, nous, auteurs de l'étude, on a une très grande confiance dans le fait que ça peut complètement être atteint comme objectif, sans perturber, on va dire, significativement les filières existantes qui utilisent les mêmes ressources, ni interférer avec la décarbonation. Et donc, juste avant de te passer la parole, ensuite, on a aussi analysé nos scénarios. Alors là, j'ai introduit d'autres concepts, on n'a pas vraiment introduit, mais la question est aussi quel type de décès on utilise pour quoi faire. Karim l'a montré en intro, on a différentes méthodes qui ont différents niveaux de permanence de stockage. Et ça veut dire que, notamment quand on veut neutraliser des émissions résiduelles, on ne peut pas faire n'importe quoi. Si on s'intéresse à la structure du cycle du carbone naturel,
il a un fonctionnement avant les humains qui est une réalité. Et notamment, on a un cycle court donc, qui met en jeu les systèmes de surface et un cycle long qui met en jeu les échanges de carbone avec la lithosphère terrestre, notamment par le biais du volcanisme et de la minéralisation. Et donc, en fait, nous, comme on extrait du CO2 fossile qui vient de la lithosphère, on injecte beaucoup de carbone dans ce cycle de surface qui, normalement, n'en a pas autant. On peut espérer le stocker dans les arbres, mais la réalité, c'est que les systèmes de surface sont en équilibre assez rapide. Donc, c'est relativement dangereux, pour faire très concret, de continuer à compenser nos émissions de vol d'avion avec des arbres. Ça, sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faudra faire, c'est, s'il nous reste des émissions de ce type-là, utiliser des méthodes de décès permanentes, comme la capture directe dans l'air, la bioénergie capture et stockage, l'enhanced rock weathering. Voilà. Et donc, ce qu'on a fait ici, sur la slide que vous voyez, c'est juste analyser nos scénarios de ce point de vue-là pour voir si on avait cet équilibre et si on arrivait à matcher avec de l'EDC permanente les émissions résiduelles fossiles, ce qui est le cas. Et donc, on respecte ce qu'on appelle en anglais le like-for-like principle. Karim. Donc on arrive effectivement, on a le potentiel en France physique, 150 millions de tonnes dans le scénario dit ambition à atteindre nos objectifs climatiques, à supposer qu'on décarbone tout le reste par ailleurs, c'est ce qu'on dit toujours, nous on n'est pas en train de vous dire allez-y, polluez, on s'occupe de tout, on est là pour faire la dernière brique pour boucler l'équation carbone et arriver à la neutralité. Bon, mais maintenant qu'on a dit ça, on sait qu'on en a besoin pour le climat, il y a plein de choses qui sont nécessaires. Est-ce que ça fonctionne économiquement ? Donc, et aujourd'hui, on pense que oui. Donc, d'abord, il y a un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui financent ce secteur-là, émergent. Donc, ça, je ne pouvais pas vous le dire il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises, même un peu des États par des programmes pilotes, qui achètent des crédits carbone d'émissions négatives. Donc, en gros, qui payent des acteurs comme nous, comme les membres de la FEN, pour faire le travail, d'accord, sous forme d'achat de crédits carbone, eux qui leur permettent d'être net zéro, donc de pouvoir dire qu'ils ont compensé leurs émissions résiduelles ou historiques. Donc, ce marché-là, il n'existait pas il y a 5 ans, et après, avec le rapport notamment du GIEC de 2018, il y a une prise de conscience qui a fait que c'était nécessaire, et donc on a un marché volontaire qui est en train d'émerger. Donc marché volontaire, ça veut dire que c'est des gens qui veulent bien payer, et là on parle d'acheter des crédits carbone de haute qualité, de plusieurs dizaines d'euros, voire à plusieurs centaines d'euros, voire au-delà du millier d'euros la tonne, donc c'est des prix aujourd'hui, comme c'est une technologie neuve, dans certains cas qui sont très hauts, mais ça augmente. Donc si vous regardez en 2022, on était à moins d'1 million de tonnes achetées de ce type d'émissions par an dans le monde. Aujourd'hui, au deuxième semestre 2025, on était déjà à 16 millions de tonnes, donc on a dépassé déjà l'année dernière. Donc au cumulé, il y a déjà eu plusieurs dizaines de millions de tonnes de ces crédits qui ont été financés, et donc en tout cas achetés par des acteurs économiques. Donc ça permet de faire émerger des premiers acteurs, un premier marché, dont par exemple les membres de notre association. Alors on ne va pas pouvoir fonctionner au bon cœur de tout le monde pour arriver à les centaines de millions ou dizaines de millions de tonnes en France ou gigatonnes au niveau mondial. Et donc pour ça, il faut qu'on passe à un marché réglementaire. En gros, il faut que ça devienne obligatoire. Et on commence à en prendre le chemin. Donc quand vous regardez par exemple en Europe, on a un pacte vert. Alors le Green Deal, il a un peu de plomb dans l'aile politiquement, mais il reste là. Et dans ce pacte vert, il y a notamment le fait, la Commission européenne qui doit se prononcer l'année prochaine sur comment intégrer ces crédits carbone d'émissions négatives de haute qualité dans l'ETS, c'est-à-dire le marché des taxes carbone. Donc comment faire financer en fait ces méthodes, ces technologies par la puissance publique comme étant une manière, en fait, une forme de dépollution. Donc on arrive vers ça. Donc l'UE est pionnière, mais elle n'est pas la seule. Il y a des pays membres de l'Union européenne qui investissent également de leur côté en complément de ce qui se fait au niveau européen. Malheureusement pas encore la France, mais ça va venir quand on aura réglé notre problème de budget. Mais globalement, il y a des pays comme le Danemark, la Suisse, l'Allemagne qui viennent s'y mettre, qui financent la Suède et d'autres qui financent qui vont financer de manière permanente et commencent à mettre en place des réglementations qui vont rendre ça obligatoire. Et donc l'Union européenne aussi regarde à comment, en attendant l'ETS en 2030, ils peuvent mettre en place un programme pilote qui est en cours de réflexion pour les mois et les années qui viennent. Donc la réglementation et la puissance publique arrivent, et c'est ça qui va permettre de passer à l'échelle. Et ce qu'on a envie de dire de plus, c'est qu'on a donc fait une étude avec le cabinet BCG en début d'année prochaine, qui est aussi disponible sur notre site, qui montre que, alors c'est bien pour le climat, il y a une espèce d'impératif historique et moral pour la France de le faire, vu son rôle d'émetteur historique et émetteur actuel, mais en même temps, en fait, ça permet de créer de la valeur ajoutée. Donc on a fait plusieurs scénarios.
Est-ce qu'au niveau mondial, on est très ambitieux ou pas? 1,5 degré, 2 degrés au niveau de trajectoire mondiale. Mais effectivement, en fonction du scénario qui va se réaliser, en 2050, l'élimination du carbone, c'est une valeur ajoutée de 25 à 50 milliards d'euros par an en France. Donc c'est un secteur voilà, significatif de l'économie en parallèle à d'autres. Et ça peut être plusieurs dizaines de milliers d'emplois à la clé. Donc on crée en fait de l'investissement, des emplois locaux. Et en fait, on convertit une partie de l'économie à devenir régénératrice. Donc ça crée aussi de la prospérité en même temps que faire quelque chose qui est positif pour l'environnement. Merci Karim. Donc juste pour ajouter sur ce que tu viens de dire, d'autres pays qu'on peut mentionner en dehors de l'Union européenne, on a le Canada qui est très actif sur le sujet, le Japon qui a déjà commencé l'intégration dans son ETS à lui, la Nouvelle-Zélande, enfin voilà, juste pour signaler que ça bouge aussi au-delà de l'Union européenne sur ce secteur. Pardon ? Ouais. Voilà, alors ensuite, dernière partie peut-être de cette présentation, c'est de se poser la question comment on pourrait s'y prendre pour déployer ces filières. Comme Karim l'indiquait, ça peut répondre par exemple à l'objectif de réindustrialisation verte. Quelque part, les pays comme la France ont une responsabilité à déployer ce genre de méthode pour qu'on collectivement on atteigne l'objectif climatique. Et donc la question, ça devient un peu, est-ce qu'on veut le faire nous-mêmes et capter les bénéfices potentiellement locaux de développer de l'activité, d'avoir des emplois et de développer aussi de la propriété intellectuelle qui peut ensuite éventuellement être exportée, ou on reste passif et on va se préparer à consommer ces crédits dans le futur. Si certains d'entre vous suivent la discussion actuellement sur les objectifs 2040 de la révision de la loi sur le climat européenne, beaucoup de pays commencent à pousser pour donner des flexibilités, comme on dit ça, pour pouvoir utiliser les crédits carbone internationaux. Concrètement, c'est de la balance commerciale négative. Donc c'est un peu là qu'on veut en venir avec cet aspect-là. Alors, feuille de route, d'abord un contexte en évolution. Rapidement, du côté du marché volontaire de carbone, on a en France, alors j'ai une concurrente, je ne vais pas pouvoir rivaliser. Alors monter dans les gammes, Sylvain. Je vais rester sur le carbone. Donc, le label bas carbone, qui est un dispositif français que vous connaissez peut-être, qui permet aussi de financer ces activités, il est en refonte actuellement. Donc, il va être modernisé, il va continuer à se développer. Du côté privé, on a aussi le Science Based Target Initiative, SBTI, que vous connaissez peut-être, qui est un référentiel très adopté par les grandes entreprises pour leur stratégie climatique, qui est également en cours de refonte et qui se pose la question pour l'intégration des EDC dans les stratégies. Côté marché réglementaire, en France, on a cette clause de la loi climat et résilience qui oblige une compensation actuellement de 100% des émissions des vols domestiques pour l'aviation, qui crée aussi un marché, pour l'instant sur des crédits carbone classiques, j'ai envie de dire, mais qui va pouvoir être évolué aussi. La réforme de l'ETS, on en a parlé. Voilà, je vais passer un peu vite. Et pour terminer, bon voilà, on va passer vite ici. Le besoin d'une stratégie de déploiement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a observé dans beaucoup de pays européens, notamment l'Allemagne qui a misé sur ces méthodes depuis très longtemps avec des gros programmes de recherche comme CDR Mare, CDR Terra, et qui maintenant se dotent les uns après les autres d'une stratégie industrielle comme on l'a fait nous ici sur le CCUS avec la stratégie CCUS, et qui permet du coup de tracer un chemin, fixer des objectifs quantifiés, s'accorder sur des principes directeurs qui correspondent aussi un peu à des choix de société. Il y a une question d'aléa moral autour de ces techniques de décès qu'on vous présente aujourd'hui, qui doit être réglée par le biais d'un débat de société et de choix matérialisés dans une stratégie, et qui permet ensuite de donner de la visibilité aussi aux investisseurs pour pouvoir se lancer plus sérieusement sur ces secteurs. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'investisseurs qui hésitent, ils ne savent pas où ça va aller, ils ne savent pas comment ça va terminer, du coup ils se retiennent, ce qui est dommage parce que du coup ça freine la croissance du secteur. Voilà. Donc pour conclure, on voulait peut-être lancer un peu quelques échanges avec vous si le sujet vous intéresse pour voir en fait pourquoi cet enjeu-là il est important. Parce qu'on pourrait se dire ok c'est de l'action climatique, ça coûte cher et finalement bon à l'époque de Trump et du backlash entre guillemets sur l'environnement, bon ben quelque part on s'en fout quoi, hein, on pourrait se passer de ces efforts en fait. Et on pense que nous. On pense que non, bon évidemment parce qu'on s'y consacre, mais pas que. Donc le premier argument, c'est que voilà, il y en a besoin. A priori, il y a un consensus scientifique climatiquement, il n'y a pas le choix si on veut ralentir, arrêter en fait le réchauffement. Donc s'économiser les effets les plus catastrophiques du changement climatique, il va falloir déployer ça à l'échelle mondiale très fortement. Donc ça, c'est le premier point. Alors,
ne vous en faites pas, messieurs, parce que effectivement, pour ceux qui ont des écouteurs, on entend bien ce que vous racontez. On n'est pas perturbé voilà, par cette concurrence. Est-ce qu'il y a quelques questions peut-être dans la salle? Alors j'en vois une, j'en vois une autre. Je vais commencer par monsieur là-haut et puis je reviens vous voir. Merci, bonjour. Oui, vous m'entendez. Peut-être une question, peut-être pour bien comprendre le contexte. Je ne suis pas un spécialiste du tout. Oui, est-ce que vous m'entendez? C'est mieux, ok. Une question, oui, je ne suis pas un spécialiste du tout. C'était pour éclairer la discussion. Est-ce que la localisation des unités de décarbonation a son importance? Est-ce que c'est plus pertinent de les positionner, je vais dire par exemple en Chine, qui est un gros émetteur de carbone, plutôt qu'en Europe, qui l'est moins? Enfin, ça, c'est un paramètre donc, qui a sa pertinence. Alors, déjà, le premier point, d'un point de vue science du climat, en fait, les émissions ne connaissent pas de frontières. Le carbone se mélange dans l'atmosphère. Donc, finalement, où qu'on le fasse, ça revient au même. Donc après, c'est plutôt une histoire de choix politique, éventuellement d'optimisation technico-économique, parce que y a des pays où il y a des forêts, ils ont plus intérêt à déployer de la forestation. Les pays où il y a, comme l'Islande, du stockage géologique et de l'énergie renouvelable pas cher, ils ont, ou en tout cas abondante, ils peuvent plutôt faire du direct air capture. Donc voilà, donc en fait, il faut qu'on arrive à ces 10 milliards de tonnes collectivement, tout en réduisant nos émissions. Et après, ça va être un jeu de les obligations, qui payent surtout. Hein. Donc voilà, et après, où c'est le plus économiquement pertinent de le faire. Et après, ça va rentrer dans effectivement des discussions de l'ONU, de chaque pays, ses objectifs, chaque entreprise, comment elle compense, etc. Mais le jeu, il est mondial, quoi. Voilà, juste pour complémenter, donc comme le dit Karim, il y a l'aspect, on va dire, physique et les avantages comparatifs qu'on peut avoir en termes de ressources. Voilà, les pays tropicaux, plein de biomasse, pas cher, plein de restes de biomasse, beaucoup de possibilités de ce côté-là. Ensuite, il y a des hotspots comme l'Islande ou le Kenya où on a de l'énergie géothermale à l'infini et du stockage géologique quasiment à l'infini aussi. Donc là, on a plutôt ces méthodes techniques. Et ensuite, il y a l'aspect, j'ai envie de dire, géoéconomique, de se dire, encore une fois, est-ce que je développe moi ou est-ce que je consomme? Donc ça, c'est les questions que doivent se poser les pays, notamment les pays européens qui ont cette responsabilité. Et voilà, encore une fois, il y en a qui sont très actifs, comme l'Allemagne, comme d'autres. Et il y en a qui attendent un peu plus, comme la France. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Donc, je travaille à la Commission européenne sur ces sujets. Je ne sais pas si vous avez en tête des entreprises françaises qui ont des innovations très performantes et malheureusement qui ne se sont pas beaucoup diffusées. Alors, je ne sais pas si vous connaissez par exemple l'entreprise Waze qui fait un système de séchage des bois en stockant du carbone dedans et qui par ailleurs permet de faire, elle travaille avec GRDF, elle permet de faire le biogaz, parce qu'il faut bien avoir en tête que le biogaz, on considère que c'est neutre en termes de carbone, parce qu'on calcule ce que les plantes ont capté. Mais le problème, c'est que quand on fait le biogaz, on relâche du CO2. Et là, en fait, ça fait une énergie qui est, puisqu'il capte, il n'y a pas les émissions de CO2, ça fait la seule énergie qui est négative en termes d'émissions de CO2. Et ça devrait beaucoup plus se développer. Et par ailleurs, une autre entreprise aussi qui a une vraie grande capacité pour décarboner le transport aérien. Et malheureusement, alors il y a des sites de production en Allemagne, en Hollande, au Canada. Et depuis 15 ans, elle veut ouvrir un site de production en France et elle n'a pas pu le faire. Ce qui est paradoxal parce que du coup, ça permettrait de décarboner très rapidement le transport aérien sans avoir à changer les moteurs, sans avoir à changer les avions. Et en plus, elle produit de l'hydrogène verte sans avoir besoin d'électricité. Alors, je pourrais vous en parler. J'ai d'autres entreprises aussi qui ont des innovations comme ça. Et on a un gros enjeu sur le fait que ces innovations se diffusent plus. Et après aussi, bien entendu, est-ce que vous avez en tête que, bien évidemment, malgré les mesures de décarbonation en Europe, les émissions carbone au niveau mondial continuent à monter à la même vitesse qu'il y a 30 ans. Elles ne se ralentissent pas du tout. Et en particulier parce que nous importons de plus en plus des produits très carbonés. Et donc, on dope la croissance des pays les plus fortement carbonés en dehors de l'Union européenne. Et quand on dope leur croissance, clairement, eux, ils consomment de plus en plus des trucs très carbonés. Donc, ça fait monter les émissions carbone au niveau mondial.
Tout à fait, donc très bonne remarque. Donc je serais intéressé par les entreprises. Juste un petit commentaire là-dessus, c'est vrai que ce secteur a été l'objet d'un foisonnement technologique assez fascinant ces 4 dernières années, avec des technologies de première génération qui aujourd'hui paraissent un peu farfelues, comme par exemple l'entreprise Carbon Engineering au Canada qui utilise du gaz naturel fossile pour faire tourner ses unités de capture directe dans l'air. Aujourd'hui, on a des concepts de 2e ou 3e génération sur de l'électrochimie avec des performances énergétiques bien meilleures qui utilisent que de l'électricité. Et on a même on a maintenant un phénomène d'hybridation avec les méthodes de décès qui s'hybrident avec d'autres objectifs. On a, par exemple, je pense à une entreprise aussi au Royaume-Uni qui donc fait de la capture directe dans l'air en utilisant un électrolyseur. Et donc, ce faisant, elle fait aussi de l'hydrogène. Donc, ils consomment de l'énergie verte, ils produisent de l'hydrogène vert et en même temps, ils font de la capture directe en exploitant l'acidité. Et je trouve que ces concepts-là deviennent de plus en plus élégants et du coup de plus en plus faisables parce que sur le modèle économique, on s'y retrouve beaucoup mieux qu'avec les technologies initiales. Ce que je voudrais dire aussi en complément, c'est que nous, donc à la fin, l'objectif, c'est d'aider le secteur à se développer en France, notamment avec la sensibilisation des pouvoirs publics ou le grand public ou les décideurs économiques comme aujourd'hui. Donc voilà, GRDF font partie de nos membres. Donc je ne connaissais pas la première entreprise que vous avez nommée, mais on peut la retrouver. Et puis il faudrait qu'ils adhèrent à... Oui, tout à fait. Il faudrait qu'ils adhèrent à la FEN. Nous, on a besoin d'aide des pouvoirs publics, des grandes entreprises à déployer ce secteur et en particulier le déployer en France, quoi. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. En fait, je voulais poser la question de qui paye. Vous l'avez juste évoqué, mais si c'est un marché qui dépend que de la bonne volonté des uns et des autres, tout le monde bénéficie en fait de l'abaissement du niveau de carbone, mais il y a bien quelqu'un qui paye. Soit c'est l'Europe qui paye, pendant ce temps la Chine et les États-Unis ne paieront pas pour ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer en fait une économie qui est pérenne sur le sujet? Ok. Donc aujourd'hui, c'est un peu à votre bon cœur, messieurs, dames, c'est-à-dire que c'est un marché volontaire. Okay, donc, finalement, pour les gens qui achètent des crédits carbone à plusieurs centaines d'euros, aujourd'hui, c'est des grands acteurs, beaucoup de GAFAM, okay, Microsoft, Google, etc. Mais pas que. Il y a aussi des entreprises en France comme Airbus ou Schneider Electric qui sont en train de s'y mettre. On pourrait se dire qu'ils jettent de l'argent par la fenêtre. Donc ils payent aujourd'hui et ça ne va pas être suffisant pour passer à l'échelle. Si on veut arriver au gigatonne, il faut que ça soit payé par la puissance publique. Pourquoi l'Europe paierait? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on s'est fixé un cap collectif de le faire parce qu'on veut être neutre en carbone. Demain, ce qui va se passer, c'est que ce qui est inéluctable, on est à 425 ppm de CO2 dans l'atmosphère, les dégâts climatiques sont en train d'augmenter partout dans le monde. Je ne sais pas si vous avez vu cet été, il y a eu un jugement d'une cour internationale de justice qui a dit, il y a une jurisprudence qui se met en place, que les États vont être responsables de leurs émissions historiques. Nous, ce qu'on pense, et ça c'est un peu une ouverture sur cet aspect un peu géopolitique du sujet d'élimination du carbone, c'est une action bénéfique pour la planète, mais demain ça sera un enjeu de procès, de géopolitique, de pouvoir. C'est-à-dire que les gens qui auront le pouvoir politique au niveau mondial, et ce ne sera pas forcément l'Occident, ni les États-Unis, ni l'Europe de demain, vont être potentiellement exposés à payer leurs responsabilités historiques sur le CO2. La Chine est en train de se décarboner à grande vitesse, ça ne se voit pas encore trop sur les courbes, mais la tendance elle est relativement claire, ils sont leaders là-dedans. Rien ne nous dit que demain, ce ne sera pas un enjeu qui fera que, voilà, il y aura des responsabilités, des dommages d'un côté et des responsables de l'autre, et on ira chercher les gens qui ont de l'argent et qui ont une responsabilité historique. Et à mon avis, c'est pour ça que les GAFAM ont compris ça. Ils ont compris que dans 20 ans, ils veulent être là. On ne sait pas comment va évoluer la géopolitique, mais demain, ce ne sera pas qu'une histoire finalement de bonne volonté individuelle, ce sera une histoire de responsabilité individuelle et collective de nations, d'entreprises, qui fera que ça va être financé par la collectivité. Et qui paye sera justement l'enjeu de la réponse à cette question. Et c'est pour ça qu'on pense que nous, on a intérêt à se doter de ces outils-là en France pour avoir une espèce de souveraineté sur le sujet. Parce que si on est capable de payer notre dette et d'aider les autres à la payer, eh bien ça fera ça en moins de responsabilité collective quelque part à assumer. Je veux juste ajouter que si cette question vous intéresse, il y a plusieurs rapports qui ont été publiés exactement sur cette question. Le dernier en date, c'est de Carbon Balance. C'est une organisation au Royaume-Uni et ça s'appelle Who Pays for CDR? C'est vraiment cette question-là. Ça peut être intéressant pour aller plus loin. Il vous reste 1 minute, messieurs. On a plusieurs encore questions dans le public et j'ai une question sur ma gauche. Oui, bonjour, merci beaucoup, vous m'entendez? Oui. Pour aller justement dans la question suivante, c'est en France, quels sont les subventionnements ou les aides qu'apporte la puissance publique pour aider les apporteurs de solutions à développer leurs produits? Alors c'est assez simple, aujourd'hui, on a en fait pas.
Donc j'exagère un peu carrément. Il y a BPI France par exemple qui finance un certain nombre d'entreprises de la FEN par un certain nombre de dispositifs. Donc BPI France est pionnière. Mais aujourd'hui, dans par exemple France 2030, on n'a pas de soutien qui va à l'élimination du carbone. Il n'y a pas encore, voilà, on n'a pas de stratégie nationale. D'ailleurs, ce qu'on dit à la FEN, c'est que la première étape, c'est d'avoir une stratégie nationale qui fixe un cap, qui après dédie des moyens, dans la mesure du possible, au développement du secteur. Après, il y a un peu de recherche publique. Donc il y a des labos du SNRS, de l'IPSL, de l'école normale, de Centrale Supélec, qui commencent à financer. Donc il y a des chaires sur l'élimination du carbone. Donc ça, c'est la première étape, la R&D. Il n'y a pas de dispositif aujourd'hui pour financer des démonstrateurs et donc on appelle les pouvoirs publics à les mettre en place, encore une fois, dans la mesure du possible. Et alors que dans d'autres pays européens, il y a des budgets significatifs qui se mettent en place. Donc sinon, voilà. Voilà, juste pour complémenter, en fait, on ne veut pas dire que c'est zéro, ce serait malhonnête, mais c'est très proche de zéro en France. Et le problème, c'est que ça se fait toujours par la bande, sur un bord, en passant dans un dispositif qui n'était pas vraiment dédié à ça, mais ça passe, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le problème, c'est qu'au-delà du fait que l'accès au fonds est difficile, ça envoie aussi un signal aux investisseurs qui n'est pas très bon, parce que ça veut dire que ce n'est pas reconnu par les pouvoirs publics, il n'y a pas vraiment de programme dédié et tout ça. Donc tout ça bloque la machine. Et comme le dit Karim, dans d'autres pays, ça va beaucoup plus vite. En Allemagne, comme je disais, il y a eu un gros programme de recherche de plusieurs millions qui s'est conclu en 2024, CDR Marais, CDR Terrain. Et là, aujourd'hui, dans le nouvel accord de coalition, il y a un budget de 500 millions d'euros qui a été séparé pour le DC. Donc c'est sur une période assez longue, hein, jusque dans les années 2030. Mais voilà, les choses se formalisent, il y a de la visibilité. Et donc ça permet aussi de mobiliser les énergies privées. En France, on a un contexte budgétaire qui est difficile, ok. Ça n'empêche pas de faire des plans et d'envoyer des messages clairs sur où on veut aller, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs privés qui seraient capables de franchir le pas en attendant et de quand même entretenir la machine avant que peut-être seulement les fonds publics se restaurent. Le CAC 40 qui s'y met un petit peu, donc il y a notamment 3 au moins entreprises du CAC 40 qui ont acheté des crédits carbone, donc en termes de financement indirect par les crédits carbone, Airbus, Capgemini et Schneider Electric pour ne pas les nommer. Donc ça arrive aussi par le secteur privé. Merci et on encourage beaucoup. Les autres à continuer d'ailleurs. Pardon. Merci beaucoup messieurs, je vous invite à applaudir nos intervenants s'il vous plaît. Et je vous invite à poursuivre les échanges, peut-être un peu plus haut, le temps de laisser la place aux suivants. Merci à tous.